dis, hein, on va gérer le peu de temps qui nous reste. Hein. Notre ami Abdelkader, je pense qu'il il peut intervenir de rang. Alors la pause est annulée. Hein. Pardonnez-moi, mais on n'a plus le temps. On va embrayer sur le quatrième intervenant à partir de rang. Ça va être tout aussi passionnant parce qu'il a fait un travail sur la jeunesse. Hein. Il a pris des échantillons dans la région d'Oran et puis il va nous livrer un peu ses conclusions sur l'état de notre jeunesse, dans la continuité un peu pour compléter le tableau brossé depuis tout à l'heure sur l'état de notre pays. D'accord, très bien. Alors, je voudrais commencer par remercier M. Hachmaoui et les responsables du journal Watan pour cette invitation. Je voudrais aussi profiter pour rendre hommage aux deux moudjahidettes qui sont dans la salle. J'ai écouté tout à l'heure M. Belmouchet parler, rendre hommage lui aussi à Mme Jamila Bouhirid et Mme Iril Haris. Donc je tiens à leur rendre hommage et à leur dire que ma contribution voudrait s'inscrire dans la continuation de novembre 54. Et bien sûr, je regrette vivement, vous m'entendez? Voilà, très bien. Je regrette vivement de ne pas être avec vous et parmi vous dans la salle. Donc j'ai expliqué tout à l'heure à M. Hachmaoui les raisons de cette absence. Voilà. Donc, j'intitule ma communication « Les jeunes en Algérie, un désordre sociétaire porteur de nouveaux liens sociaux ». Alors, liens sociaux, je vais essayer de revenir sur ce que disait M. Hachmaoui tout à l'heure quand il parlait du lien social. Je vais en parler en termes de lien social. Je tiens aussi à préciser au départ que j'interviens comme sociologue et même plus exactement en anthropologue qui s'est mis à l'écoute des jeunes pour savoir tout simplement ce que les jeunes veulent en Algérie. Voilà. Alors donc, j'aborde l'autoritarisme comme indiqué dans le titre de la conférence débat de l'Ouatan d'aujourd'hui. J'aborde l'autoritarisme sous une autre approche qui est chère aux sociologues et je parlerai surtout du volontarisme modernisateur de la société. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est ce qu'a produit l'échec de ce volontarisme modernisateur qui n'a pas été moins autoritaire comme précisé dans les communications qui ont précédé la mienne. Voilà. Alors, donc, la question que je me pose, c'est comment les jeunes réagissent-ils face à cet autoritarisme? Alors, quand je dis jeunes, je précise, en basant tout simplement sur les résultats du dernier recensement général de 2008, les jeunes, c'est quelque chose comme 60 à 65% de la population algérienne. Et quand nous disons jeunes, c'est que j'insiste sur le fait que pratiquement nous parlons de la plus grande partie de la société algérienne. Et je crois que c'est en cela où cette approche de la jeunesse, tout simplement, me paraît être capitale. Alors, j'annonce tout de suite que si je suis d'accord avec le titre proposé par Hachmaoui et le journal Watan concernant le statu quo, concernant plutôt l'autoritarisme, je dirais dès maintenant qu'au niveau disons, des mécanismes par lesquels la société algérienne se reproduit, il n'est pas du tout question de statu quo. Et c'est ce que je vais essayer donc de montrer. Alors la question essentielle, je l'ai dit, la question essentielle est celle du lien social et de la cohésion sociale. Voilà. Alors, donc,
je récuse la notion de marginalité et de désaffiliation, et je crois que nous sommes, quand il s'agit de la jeunesse algérienne, je crois que nous sommes dans le cas de ce que certains sociologues ont appelé une centralité invisible. Alors, mon hypothèse principale que je tente de défendre, c'est que cette centralité invisible aujourd'hui en Algérie préfigure une société en émergence, une société imprévue et une société qui est tout simplement en train de renégocier le lien social. Et je crois que il a été question tout à l'heure, je crois par M. Hachmaoui, sinon par M. Boumrad, il a été question de cette société qu'on craint. Et je crois que c'est exactement le cas. C'est cette nouvelle société que nous ne connaissons pas et que tout le monde craint. Voilà. Alors donc, vous l'avez compris, je crois que malgré moi, en me situant par rapport aux trois communications qui m'ont précédé, je crois que je vais vous emmener loin, voire même très loin, des réalités officielles, des réalités économiques, des réalités juridiques et politiques. Je vais plutôt parler surtout de la partie cachée de l'iceberg algérien. Voilà. Alors, si, comme selon nos habitudes universitaires, s'il faut dire quelque chose sur, disons, ma méthodologie de recherche, je rappelle tout simplement que ce que je vais vous présenter aujourd'hui découle d'enquêtes de terrain. Alors, des enquêtes que j'ai moi-même menées ou des enquêtes que mes étudiants ont menées et toujours, bien sûr, selon pratiquement les mêmes hypothèses, les mêmes questionnements. Et donc, j'essaie de rester un peu fidèle à la question, plutôt au principe, sans enquête, pas de droit à la parole. Alors donc, les résultats enregistrés suite à ces enquêtes ne semblent pas conforter la thèse de la marginalité et de la désaffiliation, ni même celle de la vulnérabilité relationnelle. Alors, une première lecture aboutit à l'idée que les mécanismes de vulnérabilisation qui s'alimentent d'exclusion et de marginalisation semblent se muer en processus de distanciation par rapport aux institutions de l'État. Ceci ressort d'une série de ruptures opérées par les jeunes eux-mêmes. Et je dirais que c'est le cas de leur rapport à l'institution scolaire, c'est aussi le cas de leur rapport au monde du travail réglementé, et c'est aussi leur rapport au mouvement associatif. Alors, à ce niveau, si marginalité il y a, elle ne peut être qu'une marginalité librement et collectivement assumée. À l'opposé, la lecture des rapports de ces mêmes jeunes à l'institution familiale et à la religion conduit au dépassement de l'analyse qui privilégie la mise en œuvre des notions de marginalité, de vulnérabilité relationnelle et de désaffiliation. Alors, les résultats militent pour l'adoption d'une lecture différentielle, selon qu'il s'agit de la famille et de la religion d'une part, ou de l'école et du travail officiellement réglementés d'autre part. Si dans le premier cas, tout semble indiquer que les rapports des jeunes s'inscrivent dans un ancrage identitaire évoluant en centralité invisible et produisant du lien social et du sens, dans le deuxième, les rapports de ces mêmes jeunes traduisent plutôt un refus d'accrochage. Donc, je ne parle pas de décrochage, mais je parle plus exactement de refus d'accrochage. Et là, je crois que c'est un point qui mérite d'être repris, du moins dans le débat, je le souhaite. La ligne de césure qui pointe entre ces deux espaces sociaux sépare ce qui est géré par la norme communautaire, soit la famille et la religion dans lesquelles les jeunes s'affichent comme des insiders, de ce qu'il est au nom d'une normativité se proclamant d'un volontarisme modernisateur, soit l'école et le travail réglementés officiellement et face auquel
les jeunes se rebellent en outsiders. Alors, les notions de marginalité, vulnérabilité, désaffiliation me semblent conduire à la question du lien social et de la cohésion, mais j'insiste pour dire qu'elles ne sont pas pertinentes quand on les applique à la réalité de la jeunesse algérienne. En Algérie, l'extension de ces phénomènes, c'est-à-dire la fragilisation des individus et des groupes, renseigne sur le laboratoire social dans lequel sont en train d'émerger de nouveaux rapports aux institutions sociales et politiques. Cette émergence fait tantôt de rupture, c'est le cas de l'école et du travail, et tantôt de consolidation, c'est le cas de la famille et de la religion, fait suite à l'échec des politiques de socialisation, acculturation, telles que visées par le programme de modernisation de la société algérienne et dans les structures sociales et culturelles, c'est-à-dire les structures sociales et culturelles de la société algérienne, avaient déjà commencé à être refaçonnées par la colonisation française. Et à ce propos, oui, d'accord. J'espère que je n'ai pas tout retenu. D'accord. C'est bon? Voilà, très bien, très bien. Alors donc, je poursuis. Donc, je disais qu'en Algérie, l'extension de ces phénomènes qui résident ou qui apparaissent à travers la fragilisation des individus et des groupes renseigne sur le laboratoire social dans lequel sont en train d'émerger de nouveaux rapports aux institutions sociales et politiques. Alors, cette émergence, elle est faite tantôt de rupture, c'est le cas de l'école et du travail, et tantôt de consolidation, c'est le cas de la famille et de la religion, donc c'est suite à l'échec des politiques de resocialisation, acculturation, telles que visées par le programme de modernisation de la société algérienne et dont les structures sociales et culturelles avaient déjà commencé à être refaçonnées par la colonisation française. Et j'allais dire qu'à ce niveau, je ne peux m'empêcher de faire référence aux travaux de Jamel Grid que nous avons perdus le 24 août, l'Aïrhma. Et donc, les travaux de Jamel Grid, justement, portent sur ces aspects de l'échec de la modernisation en Algérie, et donc, à travers principalement son livre « L'exception algérienne ». Voilà. Alors, l'observateur se trouve amené à s'interroger sur la renégociation, reconfiguration en cours du lien social à la lumière de l'évolution des rapports au travail, rapport à la famille, rapport à la religion et rapport à la vie partisane et associative des institutions qui ont été, je le rappelle, le moteur principal de transformation sociale et culturelle au cours du dernier siècle, soit durant la période coloniale. Alors, il peut être avancé ici l'hypothèse que d'une part, le repli sur la famille et la religion, et d'autre part, la désertion du travail réglementé régulier sont révélateurs de l'absence d'un projet de société mobilisateur auquel les jeunes auraient pu s'identifier et qui aurait fait fonction de ce que Barrel appelle le grand intégrateur. Et c'est pourquoi les concepts, les notions de marginalité, de vulnérabilité et de désaffiliation me paraissent relativement insuffisants. Et donc, quand je dis que ces notions sont insuffisantes, alors j'essaie de passer du concept de la vulnérabilité à la notion de désordre sociétaire. Alors, premièrement, le désordre sociétaire, à mon sens, il est d'abord dans l'école
et il est reproduit par l'école. Alors là, je vais me contenter de souligner que les résultats de ma dernière enquête sur les jeunes, que j'ai menée en 2012 dans des quartiers à Oran, les résultats font ressortir le caractère massif donc de ce phénomène de rupture. Et là, il s'agit précisément de rupture scolaire. Et la surprise a été que parmi les 227 jeunes qui ont quitté l'institution scolaire, 150, soit 66%, je souligne, déclarent avoir décidé eux-mêmes de quitter l'école quand 75 autres s'en sont trouvés exclus. Bon, je crois que à ce phénomène de déscolarisation qu'il faut réexaminer, et à mon sens, il faut le réexaminer en termes de rupture du rapport à l'institution scolaire. Bon. Et ce désordre sociétaire, au fait, à mon sens, et c'est un peu l'hypothèse que je défends le long de cette contribution, ce désordre apparent est, selon moi, porteur d'une autre affiliation et d'un autre sens. Et là, donc, je renvoie, je l'ai dit tout à l'heure, je répète, je renvoie au repli de plus en plus fort sur la famille et même à la consolidation des rapports à l'institution familiale. Alors, donc, de ce point de vue, l'idée du désordre sociétaire s'enracine dans le processus de reconfiguration de la famille algérienne traditionnelle étendue, avec tout ce que cela suppose comme réadaptation des ressources, des ressorts de solidarité envers chaque membre. Alors, quand je dis un processus de reconfiguration de la famille algérienne, je dois donner quand même un chiffre pour fixer un peu les idées. Et là, je vais reprendre les statistiques même officielles issues du recensement de 2008. Alors, selon ce dernier recensement, on apprend que 60% des familles en Algérie sont de type nucléaire et 10% sont de type monoparental. Et donc, avec ça, il faut ajouter l'évolution croissante du divorce et même l'évolution croissante du divorce sous sa forme relais, ce qui est extrêmement significatif d'un point de vue sociologique, anthropologique. Alors, mais paradoxalement, l'éclatement de la famille traditionnelle étendue ne s'accompagne pas, du moins pas pour l'instant encore, de la disparition plus ou moins totale des formes de solidarité caractérisant donc la famille étendue. Alors, maintenant, j'arrive à un deuxième niveau d'analyse pour bien souligner ce processus de rupture et je rappelle ce que disait M. Hachmaoui tout à l'heure à propos de processus. Donc, quand j'utilise moi aussi la notion de processus, c'est pour me situer un peu dans la dimension temporelle. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses qui sont nées ces dernières années, ce sont des choses qui sont pratiquement en place depuis très longtemps. Et voilà pourquoi j'insiste sur la notion de processus. Et donc, quand j'arrive au monde du travail, quels sont les rapports qu'entretiennent ces jeunes avec le monde du travail, je ne peux donc m'empêcher d'ajouter, de qualifier ce monde du travail d'informel. Alors, compte tenu de ce qui précède, nous retenons que nous sommes dans le cas de ce qui est appelé la marginalité libre, c'est-à-dire une marginalité voulue et assumée parce que ne découlant pas exclusivement de la pauvreté, mais est caractérisée par la distance par rapport au travail régulier. Et je crois que là, c'est un des nœuds gordiens de mon argumentation, parce que je rappelle qu'il y a à peine 3-4 décennies, le travail, principalement le travail régulier, le travail officiel, le travail réglementé,
était considérée comme l'institution la plus importante du point de vue de la structuration de la société. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est avec le travail officiel, le travail réglementé, que les jeunes ne s'entendent plus. Voilà. Alors donc, nous avons affaire à des jeunes qui organisent leur vie loin du contrôle institutionnel exercé par les organes de l'État. Alors, il suffit, pour marquer un peu l'ampleur du chômage, il suffit de rappeler que pratiquement plus de 2 chômeurs et demi pour un occupé et un taux de chômage de plus de 72% dans les quartiers que j'ai visités et dans lesquels j'ai enquêté. Alors, ils sont chômeurs, certes, mais je dirais qu'ils sont chômeurs officiellement. Parce que réellement, c'est un chômeur qui cache un occupé dans le secteur informel. Alors, à la question, par exemple, à la question, si vous êtes chômeur, cherchez-vous un travail près du tiers, c'est exactement 29% des chômeurs qui déclarent clairement ne pas être intéressés par la recherche d'un emploi officiel, régulier, réglementé, comme je disais. Et là, je souligne que, oui, d'accord, bon. Alors donc, que ce nouveau rapport au monde du travail, il est totalement, de façon, disons, presque égale, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Voilà. Alors, donc pour aller vite, donc j'arrive à la désertion de la vie associative contre implication religieuse. Alors, l'attitude des jeunes face au mouvement associatif en Algérie est solidaire de leurs attitudes envers les institutions étatiques. Elle reflète leur non-implication dans la gestion des affaires publiques placées sous le contrôle de l'État. Et c'est là une réalité qui se révèle profondément marquée par, et là aussi je cite Weber, marquée par le désenchantement, et c'est le désenchantement politique chez les jeunes. Alors, je rappelle que le taux de présence, le taux d'adhésion aux associations chez ces jeunes est inférieur à 10%. Alors donc, inférieur à 10% dans les trois quartiers populaires dans lesquels j'ai travaillé. Et donc, cette désertion du mouvement associatif, elle est contrebalancée par une forte présence dans la vie religieuse sous toutes ses formes. Voilà. Donc, j'arrive, je demande juste 2 minutes pour conclure. Et pour conclure, je dirais que c'est un peu la marge en Algérie, c'est un peu la marge qui est en train de devenir la société réelle. Voilà. Alors, par leur rapport au travail, par leur rapport à l'institution scolaire et par leur rapport à la défense de la chose publique et par leur adhésion au mouvement, une faible adhésion au mouvement associatif, les jeunes des quartiers populaires refusent de se plier aux contraintes du développement modernisateur dont le référent unique a toujours été la modernité occidentale. Alors, dernière phrase. Alors, je crois que c'est un peu, je reprends l'idée de M. Hachmawi tout à l'heure, comment, face à ces réalités émergentes que nous continuons à ignorer, comment certains intellectuels trouvent le moyen d'offrir leur savoir à qui vous savez, et en tournant le dos à la société réelle pour réfléchir sur une société qui n'existe pas, une société idéale qui n'existe pas, et je crois qu'il n'est pas prêt d'exister. Voilà. Voilà, merci. Je vous remercie. Voilà, on
remercie c'est Abdelkader pour cet effort. Il a tenu, enfin nous aussi, on a tenu à ce qu'il intervienne. Ça a été assez succinct et ce que je peux vous promettre, c'est que on va bâtir avec lui dans les prochains débats, dans les prochains mois, un thème autour de la jeunesse. Il a tellement de choses à dire, surtout que ça part du réel. Hein, c'est pas uniquement un travail théorique, mais ça part de recherches qui remontent et qui sont conceptualisées. Voilà, nous arrivons donc à la fin des interventions. Hein. Je crois qu'il y a encore des gaillards dans la salle pour le débat. Il est 18h. On va peut-être prendre quelques interventions, ou du moins quelques questions assez rapides, puisqu'on doit théoriquement libérer la salle à 18h. Il est 18h05. On a pris beaucoup de temps au niveau des interventions parce que tout simplement il y avait beaucoup de choses à dire. Voilà, quelques questions, 2 ou 3 tout simplement. On va être discipliné. On vous promet qu'on va revenir vers vous dans les prochaines semaines pour d'autres débats. Oui. Mais alors vraiment quelques questions succinctes, s'il vous plaît. Oui, madame. Oui. تفضلي اعطيوها ميكرو. D'abord, je précise qu'il y avait plusieurs moudjahidettes dans la salle parce qu'on croit qu'elles ont toutes rejoint leur fourneau en 62. Ceci dit, j'ai beaucoup apprécié les exposés, les brillants exposés qui ont été faits, mais ils sont troublants et ils ne répondent pas à la question que nous nous posons, surtout pour la jeunesse, qui nous reproche d'avoir fait sortir la France. Alors, je voudrais d'ailleurs apporter un rectificatif à ce qu'a dit M. Hachmaoui concernant M. Farhat Abbas. Farhat Abbas était présent en Tunisie lorsque les problèmes de lutte intestine, de corruption, parce qu'il y en avait déjà, elle est née à ce moment-là, mais ça ne l'a pas empêché de rejoindre le clan d'Oujda à Tlemcen. Alors, tout cela a contribué à détériorer le climat social et à déliter le lien qui existait pendant la guerre d'Algérie, qui a permis aux Algériens de faire sortir la France. Maintenant, le sujet, moi je trouve qu'on n'a pas répondu à la question. On sait que le système est corrompu, mais que faut-il faire pour arrêter ce drame qui ronge le pays? Parce que cette jeunesse maintenant est inquiète. Elle nous interroge et elle nous dit pourquoi vous avez fait sortir la France. Que devons-nous lui répondre? Alors je pose la question aux spécialistes. Est-ce qu'ils y ont songé et est-ce qu'ils peuvent nous apporter déjà à nous une réponse concernant ces gens qui sont des parvenus, qui pour la plupart n'ont pas participé à la guerre d'Algérie, qui attendaient aux frontières et qui sont venus affamer, détruire ce pays où ils ne méritent pas de vivre. Merci pour ce témoignage. Je le vois beaucoup plus comme un témoignage, une lecture de l'histoire. Je ne pense pas. Voilà, une bonne question pour les hommes politiques, absolument pour le personnel politique. Est-ce qu'il y a d'autres... تفضل Je vous remercie. J'ai écouté l'exposé de M. Hachmaoui avec beaucoup d'attention. Je me présente d'abord Ali Tazahirt, ingénieur du génie rural des eaux et des forêts. Alors, dans votre exposé, vous avez donné la signification des termes de l'autocratie, donc de l'autoritarisme. L'autoritarisme, pour moi, c'est de l'autocratie. Pas forcément.
Bon, moi je dis qu'en Algérie, il n'y a pas d'autoritarisme, il n'y a pas d'autocratie. C'est du despotisme. C'est du despotisme, je donne mon point de vue, je crois que j'ai le droit. C'est du despotisme qui n'est même pas éclairé. C'est un despotisme archaïque. Pourquoi est-il archaïque? Tout simplement parce que dans la stratégie des gens qui ont usurpé le pouvoir depuis le GPRA de Farhat Abbas dans les années 50, depuis ce moment-là, on commençait à réfléchir d'une manière très intelligente comment faire pour prendre le pouvoir dans ce pays en cassant l'élite. D'abord, en détruisant l'élite. Deuxièmement, en détruisant les structures institutionnelles ou bien en les travestissant. Le troisième point, c'était la destruction systématique du système éducatif. Et depuis l'indépendance, le niveau éducatif du primaire, du secondaire et du supérieur n'a cessé de se dégrader. De là aussi, on doit donner des explications. Comment? Moi, je suis un ancien enseignant dans les écoles d'ingénieurs et je me souviens qu'au fil des années, à cause du primaire qui était complètement, au départ déjà, il commençait à s'affaiblir parce qu'il y avait un très mauvais recrutement, au secondaire, on ne faisait pas subir aux professeurs, par exemple, le certificat d'aptitude pour l'enseignement secondaire. On les faisait rentrer en fonction de l'allégeance ou du cousin ou du copain ou de l'amour général ou le commandant ou le colonel. Et c'est comme ça que le système éducatif s'est autodétruit. Je me suis rendu compte en 84 qu'à l'école d'ingénieurs de travaux publics, où j'étais enseignant, maître de conférence en hydraulique, eh bien, les gosses, les jeunes gens et les jeunes filles, ne savaient pas faire la distinction entre une fonction du premier degré et du second degré. C'est grave. Alors que les concours d'entrée dans ces écoles d'ingénieurs nécessitaient le niveau de mathématiques spéciales. Alors à ce moment-là, nous, tous mes camarades, on a compris qu'il n'y avait plus rien à faire, sinon il fallait faire une révolution totale. Dans les syndromes que vous avez cités tout à l'heure, qui sont la cause basique de la corruption généralisée ou institutionnalisée, comme vous voulez, vous avez oublié, là aussi, la destruction et l'élimination des élites. Ça ne les intéresse pas d'avoir des gens. Moi, pour moi, la définition de l'élite, ce sont des citoyens et des citoyennes algériens qui ont donné leurs preuves sur le plan de leur dévouement pour la cause de ce pays, ou qui ont participé, par exemple, à la guerre de libération nationale. Ensuite, il fallait qu'ils donnent des preuves de leur intégrité morale. Et troisièmement, aussi de leurs compétences et de leur niveau intellectuel, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, les valeurs sont complètement controversées. On voit des gens, moi j'avais un chef au ministère où je travaillais, qui ne savait pas faire la distinction entre un découdre et un tracteur agricole. Et il veut être mon patron. Moi j'ai démissionné. Et puis en plus de ça, c'était un corrompu. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. La solution que préconise madame, voilà la solution, je vous la donne. Il faut éradiquer tout ça et mettre des gens sérieux. Il faut enlever tout ça. Le peuple, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Il faut enlever tout ça et mettre des gens qui méritent, des gens sérieux et honnêtes, qui servent leur pays. Mais si les Berbons diabos, Ok. Il y a une autre. Il y a monsieur. Attendez le. D'hommes ou de femmes politiques en Algérie. Il n'y a rien de politique. On est en train de parler de l'armée, sauf que l'armée est beaucoup plus politisée que les partis politiques eux-mêmes. Ils ont tous les moyens pour avoir les baromètres de la sociologie et de la politique. Nous parlons, c'est bien, il y a des interventions très techniques, mais malheureusement, le peuple à 80% ne comprend pas tout ça. Alors, à cette élite qui existe quand même, elle existe, mais éparpillée, bafouée,
Mais cette élite existe, mais malheureusement, elle est tout le temps divisée. Pour une raison très simple, le leadership. Alors tous les démocrates que nous sommes, et moi avec, nous ne réussirons jamais tant que nous sommes divisés. Alors il va falloir réfléchir sur les moyens à mettre avec toutes les élites qui existent aujourd'hui en Algérie pour nous regrouper en famille révolutionnaire pour la continuité de ce que nous ont légué comme testament les Chouhada. Aujourd'hui, je peux répondre à notre grande Moudjahida et toutes les Moudjahidettes qui sont ici. Un grand hommage, je vous rends hommage parce que si d'autres ont une héroïne, on pourrait dire Jeanne d'Arc, nous en avons des dizaines de Jeanne d'Arc et nous ne savons pas en prendre soin. Nous n'avons jamais respecté notre femme. La femme algérienne peut sauver l'Algérie aussi. Alors je voulais dire, pensons à réfléchir ensemble sur les moyens à mettre pour nous regrouper en famille révolutionnaire pour que la médiocrité cesse d'être là où elle prend des décisions. Je vous remercie. Ok, si vous êtes d'accord, on va peut-être... il y a quelques collègues qui ont été interpellés ici. Hein, peut-être des... Pas nécessairement une... Hein, tu veux prendre la parole? Non? Hein? Vas-y. Moi, j'ai parlé davantage du colonel Lotfi. Il se trouve que la lettre que Lotfi a envoyée, il l'a envoyée à Farhat Abbas, et que comme les archives ne sont pas ouvertes dans ce pays, c'était pas Farhat Abbas en tant que tel. Je connais bien. Bon, mais je ne veux pas juger les positions des uns et des autres. Juste une réponse vraiment géante, parce qu'à chaque fois on a la même question qui revient et je la comprends. Je suis citoyen de ce pays, j'ai pas d'autre nationalité, je la comprends. Donnez-nous la solution. C'est comme je donne la réponse, c'est par une métaphore médicale. Vous êtes un médecin, vous avez un corps malade. Si vous ne faites pas le diagnostic le plus précis, vous allez administrer un traitement qui va taper à côté. Vous ne réglez pas la maladie et la maladie ne vous attendra pas puisqu'elle va continuer à ronger ce corps malade. Donc avant d'administrer un quelconque traitement, il faut d'abord réussir le bon diagnostic. Et je ne suis pas sûr du tout que les Algériens aient fait ce bon diagnostic. Il y a beaucoup d'interdits, il y a beaucoup de tabous, et c'est ça le rôle des sciences sociales, c'est de nous aider. Après, les solutions, c'est la responsabilité des uns et des autres, c'est le capital social, qu'on se mette à faire des think tanks, qu'on n'attende pas que les appareils du régime nous invitent pour faire des commissions de réforme de l'école ou des commissions de ceci qui ne servent à rien. La citoyenneté, le citoyen, c'est un métier. On ne naît pas citoyen, on le devient. Voilà, c'est tout. Je crois que la question est effectivement une question centrale. Et en complément à ce que vient de dire Mohamed Hachmaoui, j'aimerais en tout cas rappeler plutôt ce qu'il ne faut pas faire. Je crois que ce qu'il ne faut pas faire, c'est s'imaginer que sortir d'un tel système rentier autoritaire, ça consiste à préparer de mieux en mieux ou de moins en moins mal un certain nombre d'échéances électorales. Si on continue de rythmer la vie politique nationale et la vie économique nationale à travers les élections, je peux vous assurer sans risque de me tromper que nous pourrons être à la 125e élection dans des décennies, rien n'aura changé. Ce qu'il faut, je pense, et ça s'adresse non seulement, bien entendu, aux responsables du système, mais également à nos appareils politiques et à nos milieux associatifs, pour pouvoir changer de système, non seulement, et Mohamed Hachmaoui a raison, il faut faire le bon diagnostic, et ce diagnostic ne peut être celui d'aucun homme providentiel, quel que soit le parti politique. Il y a des partis de vérité dans chacun d'entre nous, dans chacun des citoyens.
encore faut-il les écouter et consigner leurs préoccupations. Il faut donc se rassembler pour faire le diagnostic ensemble, mais aussi se rassembler pour avoir un projet alternatif commun. Parce qu'aujourd'hui, je vais être un peu sévère et un peu polémique, même si le système nous disait d'accord pour une alternative, je défie quiconque de la donner. Quelle est cette alternative? Qui est titulaire de cette alternative? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Et on ne le sait pas parce que le diagnostic n'a pas été fait jusqu'au bout et parce qu'il n'y a pas de projet alternatif au plan économique, au plan politique, au plan juridique. Et c'est à ce travail en commun que j'invitais à la fin de ma communication en disant qu'il faut se rassembler. Au-delà des faux clivages qui existent entre les partis, entre les associations, entre les individus, les vieux contentieux, etc., si on veut vraiment que les choses changent, il faut se réunir autour de différentes tables dans toutes les villes du pays et discuter de ce diagnostic et proposer des solutions à la population, des solutions concrètes aux jeunes, aux juristes, aux enseignants, à tous les gens qui veulent travailler et qui aujourd'hui sont plutôt versés vers l'économie informelle. Et ce travail, il faut que les démocrates, entre guillemets, se reconnaissent et qu'ils se mettent à cette table du projet commun. Il ne suffit pas de passer son temps à dénoncer, il faut qu'en même temps qu'on soit des forces d'opposition, il faut de plus en plus penser en force de proposition. Et malheureusement, les propositions, on les attend aussi bien du côté du système, mais ce n'est pas de là qu'il faut les attendre, que des partis d'opposition ou des structures d'opposition qui ont du mal, elles aussi, pour plein de raisons historiques parce qu'elles ont été laminées, à proposer ces solutions. Mais elles existent et il y a des gens capables de les imaginer dans la société algérienne. Il y a des chercheurs, il y a des militants, il y a plein de gens qui ont cette capacité. Je ne voudrais pas revenir sur une période passée en donnant l'impression que c'était la meilleure des périodes, mais en 1987-1988, lorsqu'il a fallu proposer des solutions alternatives, on ne les a pas trouvées au sommet de l'État. Ce sont les directeurs généraux des entreprises publiques, ce sont les intellectuels algériens, ce sont les cadres, les syndicalistes, c'est eux qui ont fait les réformes. Ceux d'en haut n'ont été là que pour orchestrer. Et où sont-ils, je disais tout à l'heure, tous ces gens de valeur qui étaient capables de dire ce que c'est qu'une économie productive, ce que c'est que les besoins de la population? Tous ces gens-là, aujourd'hui, ont plus ou moins disparu, mais il y a des nouvelles générations et ils sont capables de réfléchir et de faire des propositions. Et c'est le moment, je pense, d'aller vers des propositions pour pouvoir offrir une alternative, discutable bien entendu comme toute alternative, aux propositions qui sont faites à l'occasion des différentes échéances électorales. Je vous remercie. Un mot aussi, Mouloud, pour la conclusion. Alors, bon, beaucoup de choses ont été dites et je partage vraiment l'idée qu'il ne faut rien attendre d'un homme providentiel parce que justement, toute notre difficulté, c'est de bâtir des institutions qui fassent correspondre le formel et l'informel, ou plutôt qui enlèvent, qui suppriment tout ce qui est en réalité caché, qui bâtir des institutions formelles qui correspondent à la réalité. Alors, l'une des difficultés, je pense qu'il y a peut-être des choses alors ça fait un peu moraliste, mais il y a des choses qu'on devrait peut-être supprimer. L'une des choses, c'est justement d'arrêter de penser à cet homme providentiel et de dire qui va nous sauver, nous, ensemble. Parce que sinon, si on attend que X ou Y vienne nous sauver, on risque de ne pas être sauvé de sitôt, mais plutôt d'être enfoncé. La deuxième chose, c'est en plus du diagnostic, en plus du rôle des élites, parce que c'est un peu ça ce que vous êtes en train de dire, c'est de faire une certaine introspection, non pas sur le rôle des élites, mais aussi sur le rôle des élites, mais sur le rôle de l'engagement, la manière dont s'est opéré l'engagement politique jusqu'à présent. Et je pense qu'on a une culture politique, je parle ici pas seulement de la culture politique qui est celle du pouvoir, mais celle qui a déteint sur les partis d'opposition, qui est une culture politique mortifère, qui est caractérisée par le sectarisme,
qui est caractérisé par beaucoup de défauts. Et donc je pense qu'il faut essayer d'avoir un travail d'introspection. Il est fait par beaucoup, hein, je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais de l'approfondir et d'aller un peu plus loin dans ce travail d'introspection, pas pour se flageller, mais justement pour voir comment on peut s'en sortir, parce que le pouvoir a beaucoup de torts, mais les élites politiques, les élites intellectuelles, les élites sociales, appelez-les comme vous voulez, ont aussi leur part de responsabilité. Peut-être dans la manière dont l'engagement s'est produit, peut-être aussi par certaines influences qui fait qu'on est peut-être moderniste et progressiste, mais qu'on n'est pas démocrate. Ça, c'est autre chose. Alors, il y a ces aspects-là. Et il ne faut pas croire, tout à l'heure, Abdelkader Al-Kjar parlait de la société réelle. La société réelle, vous y appartenez, nous y appartenons, nous ne faisons pas partie d'une société parallèle qui serait une fausse société, mais le pays est en ébullition, le pays bouge. Mais justement, est-ce que les gens qui font une grève dans le Sud, dans le catering, qui mobilisent des milliers d'employés, ont des relais, à part quelques journaux qui en ont parlé? Il n'y a pas eu de relais, il n'y a pas eu de mobilisation d'avocats, il y a eu quelques syndicats qui sont mobilisés, mais avec des moyens très réduits. Ils n'ont pas eu la possibilité d'aller plus loin. Et pourtant, il y a une formidable mobilisation pour leurs droits. Si vous prenez la mobilisation des chômeurs, j'ai une amie qui me disait, il n'y a que les chômeurs qui se soulèvent dans ce pays. Bon. Et elle disait, pourquoi nous, soi-disant intellectuels, on n'est pas dans le mouvement? Peut-être aussi qu'il y a un mépris social à l'égard des chômeurs en se disant, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? Allez discuter, on va discuter avec eux, on se rend compte qu'ils ont beaucoup de choses à nous apporter, et des choses auxquelles notamment nous n'avons pas pensé, mais surtout, nous avons aussi des choses à leur apporter. Nous avons aussi une solidarité, au moins une solidarité à leur apporter. Et donc, il y a toute une catégorie, il y a plein de catégories dans la société qui sont en ébullition. Et peut-être que l'un des succès du pouvoir, c'est justement d'avoir réussi à fragmenter la société, d'avoir réussi à détruire la confiance. Et vous le voyez dans les types de mobilisation. Les gens n'ont pas peur d'affronter la police. Quand ils sont... Alors je ne dis pas qu'il faut affronter la police, mais ils n'ont pas peur dans les émeutes, parce qu'il est avec Oulet Hamto, il le connaît depuis l'enfance, donc il sait que lui ne le trahira pas, ou il sait ce qu'il vaut. Mais une fois qu'on est au-delà justement dans la question de la confiance sociale, il n'y a pas. Alors l'une des choses, c'est peut-être de réfléchir à la manière dont on peut bâtir cette confiance sociale, ou rebâtir cette confiance sociale, et la rebâtir sur des bases claires, c'est-à-dire quand on est dans la défense des libertés, qu'on n'ait pas une défense sélective des libertés, sélective par les personnes, mais sélective aussi par le type de liberté, par exemple défendre un certain type de liberté et pas d'autres. Donc défendre la liberté d'expression, mais quand il s'agit de la liberté religieuse, s'arrêter là pour les non-musulmans, mais aussi pour la religion majoritaire. Lorsqu'on est dans une démarche politique, de défendre les droits civils et politiques, et d'oublier au passage qu'il y a tout un potentiel et tout un levier de mobilisation autour des droits sociaux dans le pays, mais qui n'est pas investi, ou pas insuffisamment investi. Donc il y a peut-être des pistes, voilà, qui peuvent être lancées comme ça. Il y en a qui les explorent déjà, et peut-être qu'ils ont besoin de solidarité, d'engagement, de nouvelles idées, et d'arrêter d'opposer d'une certaine manière l'action à la réflexion. Les 2 semaines de préférence sont réfléchies avant d'agir, mais les 2 semaines de front dans une société. Merci. Voilà. On arrive à la fin de cette journée très très intéressante. El Watan est dans son rôle de continuer à offrir des espaces libres d'expression autour de sujets d'actualité. Et donc on compte continuer à organiser ce type de débat pour les prochains mois. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux.